Au sommaire cette semaine, joindre n'importe quel endroit de la planète en moins d'1 heure, un robot avec une queue de kangourou, et pour finir, un ferry volant pour traverser la Manche. Voici En route vers le futur, numéro 33. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Dans une précédente chronique, dont je mets l'affiche ici, j'ai présenté différents projets de supersoniques voulant reprendre le flambeau du Concorde d'ici la fin de la décennie. Un avion de ligne classique met environ 8h30 pour rejoindre Paris à New York. Le Concorde réduisait ce temps de trajet à 3h30, mais il était problématique quant à son banc supersonique et ses émissions de gaz à effet de serre. Depuis quelques années, il semblerait qu'une nouvelle tendance soit en train de se dessiner, le transport de passagers de point à point par fusée ou P2P, P2P. Une fusée, c'est pour aller dans l'espace. Exactement, et c'est même là son point fort. Un avion de ligne ou un supersonique voyage dans l'atmosphère. Ils glissent dans l'air et doivent maintenir les moteurs allumés à chaque instant pour pouvoir assurer une vitesse suffisante pour ne pas retomber au sol. Et malheureusement, même si l'air permet de pouvoir maintenir la masse de l'avion en l'air, en appuyant ses ailes dessus, ce même air frotte contre la carlingue et freine donc l'appareil constamment. Il faut donc compenser sans cesse le freinage atmosphérique par une poussée des moteurs. Tout comme une voiture, des études sont faites pour améliorer l'aérodynamisme des avions. Chaque petit détail de la forme de l'avion peut entraîner des conséquences dans un sens ou dans l'autre sur sa prise au vent, son freinage atmosphérique et sa consommation. Et si nous décidions simplement de sortir de l'atmosphère pour ne plus être freiné par l'air? C'est le principe d'un nouveau type de moyen de transport qui se profile d'ici une dizaine d'années. Les passagers deviendront des astronautes alors? À chaque vol, ce seraient plusieurs dizaines, voire centaines de passagers qui prendraient le statut d'astronaute, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Cette règle, non officielle, récompense de ce statut quiconque dépasse les 100 km d'altitude, la ligne de Kármán, c'est-à-dire la ligne imaginaire entre le ciel et l'espace. Et comment cela fonctionne? Le principe est simple. Des passagers sont placés dans une fusée qui décolle comme n'importe quel autre lanceur spatial. Mais au lieu de chercher à se mettre en orbite, l'engin pressurisé contenant les passagers sera propulsé hors de l'atmosphère, puis envoyé de manière balistique en direction de la destination. Une fois dans l'espace, plus besoin de moteur puisqu'il n'y a plus de frottement avec l'air. La capsule ou la navette offrira quelques instants de détente en apesanteur. Les compagnons profiteront peut-être pour proposer des activités exploitant la situation aux passagers qu'ils voudront. Et au moment où l'engin rentrera de nouveau dans l'atmosphère, celui-ci freinera de façon mécanique ou bien à l'aide de ses moteurs. L'atterrissage pourra ensuite avoir lieu à la verticale comme la fusée de Tintin ou bien à la manière d'une navette spatiale shuttle, c'est-à-dire en se posant comme un avion sur une piste. Y a-t-il eu un antécédent? En quelque sorte, oui. La mission Freedom 7 ou Freedom 7, qui a envoyé Alan Shepard dans l'espace en mai 1961, s'est déroulée à peu près de cette manière. Moins d'1 mois après que le russe Yuri Gagarin fut le premier humain à aller dans l'espace, les Américains ne pouvaient pas rester sans rien faire. Il fallait qu'ils y arrivent également. C'est pour cela que Alan Shepard est envoyé en urgence dans l'espace à bord de la capsule Mercury pour ne pas perdre la face devant les Russes. Mais Gagarin avait non seulement été le premier, mais il s'était également mis en orbite. Il est revenu sur le territoire soviétique d'où il était parti. Il avait donc fait une orbite complète autour de la planète. Quant à Alan Shepard, il a fait ce qu'on surnomme un saut de puce. Il a décollé de la Floride grâce à un missile balistique Redstone, transformé en lanceur spatial. Redstone était incapable d'envoyer un humain en orbite. La fusée a donc donné l'impulsion initiale à la capsule Mercury pour qu'elle aille jusque dans l'espace. Ensuite, la capsule s'est détachée de son lanceur pour atteindre 187 km d'altitude. La capsule est redescendue en cloche, a freiné en entrant dans l'atmosphère, avant de déployer les parachutes à 6 km du sol, puis atterrir dans l'océan Atlantique. À mérir plutôt. Alan Shepard a parcouru ainsi 487 km entre son point de départ et son point d'impact dans l'océan. Le vol entier a duré 15 minutes et 30 secondes. La durée du vol d'un avion de ligne pour égaler la même distance de 487 km aurait été plus du double. Ici, ce n'était en réalité pas du tout le but recherché. Il fallait aller dans l'espace, point. Et surtout communiquer dessus
Nous avons réussi, on en est capable, en omettant de dire que les Russes avaient fait un orbite complet. Eux. Et il y a des projets dans ce sens? Jusqu'à il y a peu, cela restait purement du domaine de la science-fiction. Mais une jeune entreprise américaine a fini par proposer tout à fait sérieusement un tel projet en septembre 2017. C'est la société SpaceX d'Elon Musk. Je ne vous cache pas qu'en 2017, son projet paraissait tellement fou qu'il passait pour un hurluberlu dans le milieu spatial. Il n'était vraiment pas pris au sérieux. Le projet de SpaceX est une mise en application de son lanceur super lourd Starship. Cette fusée, qui est actuellement en développement intense, pourrait dès le mois de juillet prochain, 2021, devenir la fusée la plus puissante de l'histoire si elle réussit son premier vol dans l'espace. Starship est avant tout développée pour coloniser la planète Mars. Rien que ça! Elle pourrait être capable de transporter jusqu'à 100 passagers pour un vol de plusieurs mois en direction de la planète Mars. Son but est d'être à terme une sorte de bus ou d'avion de ligne entre nos deux planètes. Le premier vol habité pour Mars est pour le moment programmé en 2024. Mais il y a de fortes chances pour que celui-ci soit décalé d'un certain nombre d'années, ce qui resterait un exploit extraordinaire. Le Starship est un lanceur à 2 étages entièrement réutilisable. Le premier, nommé Super Heavy, est une sorte de Falcon 9 au super stéroïde. Il emporte la navette proprement dite qui est nommée Starship. Cette navette peut être en mode cargo pour transporter des satellites, du matériel ou du fret en orbite sur la Lune, sur Mars ou même ailleurs. Mais Starship devra également exister en mode habité pour une centaine de passagers en direction de la Lune ou de Mars. Autrefois raillé par la profession même, le projet prend du galon. Des prototypes de Starship, la navette, ont déjà volé jusqu'à 10 km d'altitude et se sont posés. Enfin, une seule s'est posée correctement, les autres ont tout explosé. Mais ces multiples essais ont démontré le sérieux du projet. La NASA a même pris un engagement avec SpaceX pour s'en servir d'atterrisseur pour ses missions lunaires habitées qui pourraient avoir lieu dans les prochaines années, 2024 au plus tôt. Bon, c'est utiliser un gros bus pour transporter seulement 3 passagers, mais cela permettra d'emporter un maximum de fret à chaque voyage. Et le vol point à point? Tu as raison, c'est le thème de cette vidéo. SpaceX cherche à trouver des débouchés, des applications pour sa méga fusée Starship. Et c'est ainsi qu'en septembre 2017, Elon Musk propose de transporter des passagers de point à point sur Terre. En passant par l'espace, SpaceX espère rejoindre n'importe quel point du globe en moins d'1 heure. Des estimations du nombre de passagers démontrent qu'un Starship en mode point à point pourrait transporter jusqu'à 300 passagers. Afin d'éviter de faire trop de bruit au décollage ou à l'atterrissage près des grandes villes, les zones de départ et d'arrivée pourraient avoir lieu en mer depuis des plateformes pétrolières modifiées. D'ailleurs, SpaceX a déjà acquis 2 plateformes pétrolières désaffectées qu'elle est en train de transformer en base spatiale. Ces 2 plateformes ont désormais comme nouveau nom de baptême Phobos et Deimos, le nom des 2 lunes de Mars. Les passagers sont donc d'abord transportés sur le lieu de départ en bateau, puis embarqués dans le Starship. La fusée décolle et arrivée dans l'espace, le premier étage, le Super Heavy, se détache du Starship et revient se poser à son point de départ. Pendant ce temps-là, le Starship vole au-dessus de l'atmosphère à une vitesse de 27 000 km/h. Puis, arrivé à destination, le Starship se retourne pour entrer de nouveau dans l'atmosphère et rallume ses moteurs pour les derniers freinages et l'atterrissage final. SpaceX estime faire des vols Paris à New York en 30 minutes, d'ailleurs la plupart des distances en moins de 30 minutes, et en moins d'1 heure pour les vols les plus longs. Et la concurrence? Le principal fabricant de lanceurs chinois, la China Academy of Launch Vehicle Technology, CALT, a présenté le mois dernier un projet similaire au Starship de SpaceX, dédié au transport de passagers en point à point. Nous ne savons pas où en est son développement, mais ce projet se base également sur un concept à 2 étages réutilisables. Le premier étage revient à son point de départ lorsqu'il a envoyé le module habité dans l'espace. Une fois à destination, le second étage reviendra se poser à la verticale après s'être freiné dans l'atmosphère puis par ses moteurs au dernier moment. Un second concept s'appuie sur un projet d'avion spatial à un seul étage, propulsé par un canon magnétique, ce qu'on appelle un SSTO. D'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement pour présenter les SSTO. Je mettrai le lien ici dans mes fiches quand ça sera fait. Ces 2 concepts pourraient être utilisés à partir de 2035 pour le transport de fret, puis pour des passagers à partir de 2045. De son côté, le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies au Japon Bah dis donc, il chôme pas lui. a présenté en mai dernier une feuille de route émise par le Conseil pour la promotion du transport spatial de passagers. Un groupe d'études pour un futur système de transport spatial intercontinental innovant dont l'étude a démarré en 2019. Pour le moment, le projet japonais ne semble encore qu'au début du concept, mais on sait que l'objectif visé est une exploitation à l'horizon 2040.
et le Japon semblent penser qu'ils ont un rôle important à jouer sur ce nouveau marché. Comme les Américains, les Japonais vont tenter de créer des passerelles avec les entreprises privées du Japon afin de concrétiser ce projet. La feuille de route s'attarde sur une étude de marché. Elle estime qu'en 2040, il y aura environ 1 million de passagers par an susceptibles de prendre ce nouveau moyen de transport. Ils pensent que le Japon devrait avoir une flotte de 60 lanceurs réutilisables qui voleraient quotidiennement, pouvant emporter jusqu'à 50 passagers par vol. Mais Fabien, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Comment bousiller encore un peu plus la planète. Ah, t'es là Fred? Bah écoute, tu tombes bien, j'étais en train de préparer un commentaire à poster sur ta vidéo quand elle sort en ligne. Car tout ce que tu nous racontes là est susceptible quand même d'interpeller plus d'un écologiste concernant la pollution de ces engins spatiaux. Et non, c'est loin d'être des rageux, ces questions-là sont légitimes et ces gens-là ont raison de se poser ces questions. Car les activités spatiales peuvent être parfois très polluantes à bien des aspects et même sur certains qui ne nous viennent pas immédiatement à l'esprit. Bien évidemment, on pense immédiatement à la consommation de carburant et aux gaz qui sont rejetés par les réacteurs. Et effectivement, sur des réacteurs tels que celui-ci, réacteur utilisé par la fusée Falcon, c'est un mélange de comburant oxygène liquide, donc ça pose pas de problème, mais qui brûle avec un carburant nommé RP1, qui est un dérivé du kérosène. Et là, je peux vous assurer que ce qui sort des tuyaux d'échappement, c'est pas quelque chose de très joli. Il existe d'autres types de réacteurs utilisant des ergols tels que l'oxygène et l'hydrogène liquide, réacteurs qualifiés de cryotechniques qui eux ne recrachent que de la vapeur d'eau, mais leur exploitation est limitée du fait de leur coût de mise en œuvre et de la complexité aussi de mise en œuvre. De toute façon, même pour ces réacteurs-là, la production d'hydrogène nécessaire à leur bon fonctionnement est elle aussi source de pollution. Dans tous les cas, le bilan carbone d'un moteur fusée est une catastrophe. Même pour les réacteurs cryotechniques, qu'on se plaît à dire non polluants, eh bien ils le sont et très fortement de par la façon dont on produit leur carburant. Mais ce qui est fantastique dans cette histoire, c'est qu'on a aussi inventé un tout nouveau type de pollution il y a seulement quelques années et elle est merveilleuse, vous allez voir. Tout cela partait d'une bonne intention, la récupération des étages de lanceurs. Bon, c'est moins polluant, c'est plus économique aussi parce qu'on peut réutiliser les fusées. Le problème, c'est qu'une fois qu'une fusée a effectué un vol, elle est complètement archi-polluée, carbonisée, défoncée dans tous les sens. Donc, il faut la nettoyer et pour ça, on utilise des mètres cubes et des mètres cubes de solvants qui, du coup, se retrouvent soit dans des centres de retraitement, énergivore ou soit dans la nature comme quand on fait la vaisselle dans notre évier. Enfin, il y a aussi un autre type de pollution à laquelle on pense moins, c'est la pollution sonore. Alors la pollution sonore, ça pourrait presque amuser en se disant on n'a qu'à mettre les astroports à plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres des centres-villes, comme ça va pas nous déranger. Car effectivement, un lanceur spatial est beaucoup plus bruyant même qu'un gros porteur au décollage sur un aéroport. Donc se pose alors la question de ce qu'on appelle le dernier kilomètre, de savoir comment vous allez rejoindre votre point de destination depuis l'astroport. Et si jamais vous mettez 1 heure pour faire Paris-New York, mais que mettons après vous en ayez pour 2 heures de train pour rejoindre Paris. Soyons fous. Ça vous fait 3 heures. Au final, si on utilisait par exemple des avions du même type que le Concorde, qui polluent moins car consomment beaucoup moins, mais qui font le même trajet en 3 heures, est-ce que c'est vraiment intéressant du coup ces engins spatiaux? Mais la pollution sonore engendre bien d'autres problèmes, et notamment des problèmes graves par rapport à la biodiversité, car la faune et la flore sont extrêmement stressées par les lancements spatiaux. Le bruit bouleverse complètement tout l'écosystème. Alors on se rachète une bonne conscience en disant que les centres de lancement spatiaux sont des réserves naturelles. Les animaux y pètent un câble avec tous ces décollages à répétition, et puis en plus il faut quand même pas oublier que toute la fumée qui atterrit dans cet environnement, c'est quand même pas super friendly pour les têtards et les crapauds. Alors on peut se dire les têtards et les crapauds, on s'en fout. Non, à l'heure actuelle, c'est le genre de choses qu'on ne peut plus se permettre d'ignorer. Il y a des problèmes pour tous les animaux et toutes les plantes. Et les fusées sont pas spécialement leurs copains. Bref, il faut quand même le dire, à l'heure de l'efficience énergétique, de la sobriété énergétique, ce genre de choses, du rendement, brûler plusieurs dizaines
voire centaines de tonnes de kérosène pour envoyer l'équivalent d'un individu à quelques milliers de kilomètres d'ici, c'est quand même assez anachronique par les temps qui courent. Comment il me casse mon rêve? Oh, trop dégoûté, puisque c'est comme ça, je vais pas présenter ton premier roman de la saga des Odysséens, qui est une œuvre de science-fiction dans l'esprit d'Arthur C. Clarke, disponible en lien en description. Tu le mérites pas. Nous l'avons vu dans ma chronique numéro 31, disponible ici, que les robots à 4 pattes s'apprêtent à entrer dans notre quotidien. Plus stables et moins énergivores que les humanoïdes, ceux-ci peuvent nous rendre de nombreux services. Tencent Robotics est un fabricant de robots chinois. Il a déjà un robot quadrupède, Max, dans son escarcelle depuis quelques mois. Encore un que tu n'avais pas présenté dans ta vidéo. Ouais, c'est bon, j'ai pas les yeux partout non plus, hein. Le robot a la possibilité de marcher à 4 pattes comme un chien, mais en plus, il peut rouler sur 4 roues afin d'aller plus vite si besoin. Technique utilisée également par Animal de Any Robotics, tout ça c'est dans ma chronique 31. Mais Tencent Robotics tente une nouvelle approche inédite. Le robot Oli se présente sous la forme d'une plateforme auto-équilibrée sur 2 roues tout-terrain. Chaque roue est montée sur un mécanisme de 2 jambes rétractables. Oli possède une très grande dextérité dans son déplacement. Chaque roue peut être positionnée à une hauteur différente et peut donc épouser des surfaces très accidentées. Le robot est capable de sauter des marches jusqu'à 40 cm et peut même aller plus haut, 60 cm, sur un saut vertical. Autre particularité d'Oli, sa 3e jambe qu'il utilise comme un contrepoids. Vous vous rappelez du robot Handle de Boston Dynamics? Ce robot possédait également un contrepoids pour améliorer son équilibre et l'aider à s'élancer lors de sauts complexes. Oli fait la même chose avec cet ustensile supplémentaire. Cela lui permet notamment de faire des backflips, des sauts périlleux à 360 degrés, sans aucune difficulté. Que préférez-vous? Des robots quadrupèdes comme Spot ou ce nouveau type de robot auto-équilibré sur 2 roues? Dites-le dans les commentaires. Aujourd'hui, pour traverser la Manche entre Cherbourg en France et Portsmouth en Grande-Bretagne, il faut compter environ 6 heures de traversée. Certes, ce voyage peut être agréable grâce à la taille des ferries ainsi qu'aux activités qui y sont proposées, mais cela reste encore plutôt long. Brittany Ferries vient de signer un accord avec Regent, une start-up américaine, pour développer un successeur aux ferries d'aujourd'hui qui pourrait traverser la Manche en 40 minutes seulement, avec des moteurs 100% électriques. Le Sea Glider pourrait ressembler a priori à un hydravion, un avion ayant la capacité de se poser sur l'eau. Mais le Sea Glider ne s'envole pas complètement. Il survole seulement la crête des vagues avec une technique que l'on appelle effet de sol. C'est-à-dire que les ailes bénéficient d'une pression aérodynamique disponible naturellement au-dessus des zones planes, comme des étendues d'eau. Ce type de véhicule va beaucoup plus vite qu'un bateau tout en réduisant sa consommation. De plus, ils sont bien plus simples à piloter que des avions classiques. En cas de panne, ces bateaux volants se contentent de se reposer de nouveau sur l'eau sans subir de dommages. Un ferry classique peut emporter jusqu'à 1800 passagers. Le projet Sea Glider se limite entre 50 et 150 passagers, mais la traversée se ferait à 290 km/h et réduirait ainsi le temps de voyage à 40 minutes. Le Sea Glider pourrait être exploité par Brittany Ferries pour la traversée de la Manche à partir de 2028. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître ma chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Si je trouve la question intéressante, d'ailleurs, j'y répondrai en vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!